Bonjour à toutes et à tous. On connaît bien cette sensation de fatigue qui traîne, ce fameux coup de barre qui s'installe un peu trop. Et si la solution, ou une partie en tout cas, se trouvait dans notre assiette? Un minéral essentiel. Aujourd'hui, on explore ensemble les aliments les plus riches en magnésium. L'idée, c'est de voir comment on peut recharger les batteries naturellement. Alors, pour nous guider, on se base sur un article de supernutrition.fr. Il s'appelle Top 10 des aliments riches en magnésium, écrit par Sacha Coadon. C'est sorti fin septembre 2025. Notre but ici, c'est de comprendre quelles sont les vraies bonnes sources de magnésium, pourquoi c'est si important ce minéral et surtout comment on intègre ça au quotidien de façon concrète, pas juste une liste, quoi. Allez, on se lance dans cette discussion. Oui, c'est un excellent sujet. Parce que le magnésium, c'est vraiment un pilier pour notre bien-être. On parle souvent de son rôle contre la fatigue, le stress, mais il est aussi clé pour la détente musculaire, vous savez, contre les crampes. Et comme le dit l'article, c'est bien de rappeler que son absorption, ça dépend d'autres choses, comme la vitamine B6 par exemple. Mais le message principal de la source, il est clair. Avant de penser aux gélules, la base, c'est l'alimentation. Toujours. D'ailleurs, l'article démarre fort avec cette question. Vous vous sentez à plat? Boostez votre organisme. Ça parle à beaucoup de monde, ça, hein. On sent tout de suite que c'est un problème courant et que le magnésium est présenté comme une piste, sérieuse. Tout à fait. Son importance, elle vient du fait qu'il participe à des centaines, oui, des centaines de processus biochimiques dans le corps. Et ce qui est particulièrement intéressant, et c'est pour ça qu'il aide contre la fatigue, c'est son rôle dans la production d'énergie, l'ATP, au niveau cellulaire. L'article parle aussi de son action sur les muscles, le système nerveux. On y reviendra avec les noix et les graines, c'est sûr. C'est vraiment un minéral multicasquette, essentiel à notre équilibre. Ces deux pensées portions, pas juste la teneur pour 100 grammes. L'exemple qu'il donne est assez frappant, je trouve. Les algues séchées, par exemple, score incroyable, plus de 1000 mg pour 100 grammes. Les épinards cuits, eux, c'est beaucoup moins, genre 87 mg, mais, et c'est là que ça devient intéressant, une assiette d'épinards, disons 200 grammes, ça apporte dans les 170-180 mg de magnésium. Pour avoir la même chose avec les algues, il faudrait en manger bien plus qu'une simple cuillère à soupe qui, elle, apporte plutôt 140 mg. C'est exactement ça. C'est la vraie leçon pratique, en fait. La teneur brute, bon, c'est une info, mais ce qui compte, c'est ce qu'on mange réellement. Personne va manger 100 grammes d'algues séchées au repas, soyons clairs. Donc cet exemple, il montre bien que des aliments qu'on mange plus couramment, en quantité normale, comme les épinards, ils contribuent beaucoup. La clé, comme le suggère l'article, c'est la variété, et puis intégrer ces sources de façon réaliste, au jour le jour. Bon, alors justement, regardons ces aliments champions, avec cette idée de portion en tête. Si on prend la teneur brute, oui, les algues déshydratées, wakame et laitue de mer, c'est hors catégorie, 1400 mg 100 grammes. Mais comme on disait, une cuillère à soupe, 10 grammes, ça fait déjà un bel apport de 140 mg. Facile à mettre dans une soupe, une salade, dit l'article. C'est un super aliment, oui, sur le papier, c'est indéniable. C'est un excellent complément ponctuel pour booster l'apport, mais probablement pas la source principale au quotidien pour la plupart des gens, justement à cause de cette histoire de portion réaliste. Et cette idée de portion réaliste, justement, ça nous amène à des aliments peut-être plus classiques que l'article met en avant comme champion de l'apport par assiette. On a les épinards cuits, donc, qui donnent environ 174 mg pour 200 grammes, et le quinoa cuit aussi autour de 128 mg pour un bol de 200 grammes. D'ailleurs, la source dit bien que le quinoa, c'est bien plus intéressant que le riz blanc classique pour ça. Voilà, c'est génération parfaite. Des aliments qui sont à la base d'un repas sain, équilibré, ils peuvent couvrir une bonne partie des besoins. Choisir des légumes verts comme les épinards, opter pour des céréales complètes ou des alternatives comme le quinoa, c'est une stratégie simple et efficace au quotidien. Ensuite, l'article met un gros coup de projecteur sur les graines et les oléagineux. Ça a l'air d'être de vrais concentrés de magnésium, et super pratique en plus. Les graines de courge, par exemple, sont citées comme particulièrement bluffantes. Une seule poignée, 30 grammes, ça peut apporter environ 160 mg. C'est énorme pour une collation rapide. Les graines de tournesol aussi, c'est une très bonne source, dans les 126 mg par poignée. Ah oui, ces graines, c'est idéal. Non seulement elles apportent beaucoup de magnésium facilement, mais en plus elles sont riches en bonnes graisses, en fibres, en protéines. C'est parfait en collation, quand on est en déplacement ou juste se poudrer sur des plats, des salades.
Dans la même famille, l'article parle des noix du Brésil comme des pépites nutritionnelles. Une poignée, ça donne environ 113 mg de magnésium. Et les grands classiques, amandes et noix de cajou, sont pas mal non plus, autour de 80 mg par poignée. L'article fait le lien direct avec le soutien musculaire et nerveux. Et enfin, les graines de chia. On mentionne leur polyvalence, un apport d'environ 50 mg par cuillère à soupe, et en plus elles ont des fibres, des oméga 3. Ce qui est formidable avec cette catégorie d'aliments, c'est leur densité en nutriments, et comme c'est facile de les intégrer en fait, une poignée en snack, quelques graines sur un yaourt, dans une salade, sont des petits gestes, mais qui augmentent significativement l'apport en magnésium. Et pas que d'ailleurs. Pour les graines de chia, leur capacité à faire un gel, c'est aussi un atout en cuisine, c'est vrai. Pour le petit déjeuner, une piste intéressante que l'article soulève, c'est d'ajouter du son de blé ou d'avoine. C'est très riche en magnésium, jusqu'à 550 mg 100 g. Du coup, 2 cuillères à soupe suffisent pour avoir entre 50 et 110 mg, et avec un bonus de fibres bien plus important que le pain complet classique. Oui, c'est un geste simple et efficace le matin. Mélanger du son à son yaourt ou dans son muesli, ou même dans des recettes, des galettes. Ça permet de bien commencer la journée côté magnésium. Et puis, il y a la touche plaisir, le cacao. En poudre, non sucré bien sûr, ça contient environ 500 mg par 100 g. Donc, une cuillère à soupe, ça apporte facilement 50 mg. Et l'article fait le lien direct. C'est cette richesse en magnésium qui explique en partie les bienfaits du chocolat noir riche en cacao, évidemment, et son effet pour réduire la fatigue. C'est fascinant, ce lien biochimique, hein. Le magnésium aide au métabolisme énergétique, à réduire la fatigue, le cacao en est plein. Ça explique pourquoi un carré de bon chocolat noir, ça peut donner un petit coup de fouet, une sensation de bien-être. Au-delà du goût, quoi. Bon, évidemment, on parle de cacao pur ou de chocolat très noir, hein, pas des confiseries bourrées de sucre. La banane séchée, elle est plus concentrée que la fraîche, elle apporte dans les 42 mg de magnésium pour une poignée de 40 grammes. Et en plus, ça donne de l'énergie rapidement. Oui, c'est une collation intéressante dans le cadre d'un effort physique. Ça combine les glucides, pour l'énergie, et le magnésium qui aide la fonction musculaire, la récupération. On oublie souvent que les fruits séchés, ce sont des concentrés de minéraux. Bon, savoir où trouver le magnésium, c'est bien, mais l'article nous alerte aussi sur certains choix alimentaires peuvent carrément réduire notre niveau de magnésium ou gêner son absorption. Ça, c'est un point super important à comprendre. Quels sont les coupables pointés du doigt? Et effectivement, c'est l'autre côté de la médaille. L'article identifie plusieurs coupables assez courants. D'abord, les aliments ultra raffinés. Pain blanc, pâte blanche, riz blanc, le raffinage enlève le son, le germe. Et c'est justement là qu'il y a les fibres et une bonne partie des minéraux, dont le magnésium. Donc en manger beaucoup, mécaniquement, ça réduit les apports possibles. Deuxièmement, les boissons sucrées, genre soda. Le sucre en excès et aussi certains additifs comme l'acide phosphorique, ça demande beaucoup de minéraux, y compris du magnésium, pour être métabolisé. En clair, le corps doit puiser dans ses réserves pour gérer ça. Et sur le long terme, ça peut contribuer à un déficit. Et troisièmement, l'excès d'alcool. On connaît son effet diurétique, ça fait uriner plus. Malheureusement, on perd pas que de l'eau, on perd aussi des minéraux précieux comme le magnésium. Donc une consommation excessive, régulière, ça peut vider les réserves et aggraver la fatigue ou les maux de tête liés au manque de magnésium. L'article parle aussi d'une interaction un peu plus subtile, celle avec le calcium. Il ne s'agit pas de diaboliser le calcium, attention, mais l'idée, c'est qu'un excès de calcium pris en même temps que le magnésium, ça pourrait poser problème. C'est exactement ça. Le calcium et le magnésium utilisent en partie les mêmes voies d'absorption dans l'intestin. Alors, si on apporte une très grosse dose de l'un, par exemple un complément de calcium très dosé, en même temps qu'un repas riche en l'autre, ils peuvent entrer en compétition, quoi. Et l'absorption des deux peut être moins bonne. Concrètement, si on doit prendre un supplément de calcium, l'article suggère de le prendre à distance des repas les plus riches en magnésium, ou d'un éventuel supplément de magnésium. L'idée, c'est de laisser sa chance à chaque minéral d'être bien absorbé. Ça ouvre une réflexion intéressante sur le timing, les interactions entre nutriments, tout ça. Ce top 10 donne de bonnes pistes, c'est sûr. Mais heureusement, l'article élargit un peu. Est-ce qu'il y a d'autres familles d'aliments à pas oublier pour avoir son compte de magnésium? Oui, et c'est essentiel pour viser la diversité alimentaire. Ça reste la meilleure stratégie globale. L'article mentionne clairement les légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots rouges. Ce sont de très bonnes sources. Les poissons gras aussi. Maquerelles, sardines, saumon. Côté fruits de mer, les bigorneaux sont cités. Et pour les légumes, en plus des épinards, on parle de l'artichaut, du chou frisé, du brocoli et même de la pomme de terre comme contributeur. Et pour les fruits?
On a parlé de la banane séchée, mais les fruits frais ou d'autres fruits séchés? Alors, pour les fruits frais, c'est l'avocat qui est désigné comme le plus intéressant pour le magnésium, en plus de ses bonnes graisses. Mais l'article confirme que les champions, ça reste les fruits séchés, à cause de la concentration. Donc, en plus de la banane, la figue séchée et la date sont particulièrement riches. Ça renforce vraiment cette idée qu'il faut piocher un peu partout pour un apport optimal et varié. Une question très pratique que beaucoup de gens se posent. Combien de magnésium il nous faut par jour, au juste? L'article rappelle les recommandations de l'ANSES, l'Agence sanitaire française. L'apport satisfaisant, c'est 380 mg par jour pour un homme adulte et 300 mg pour une femme adulte. Et ces besoins peuvent augmenter, oui, notamment chez les sportifs ou pendant la grossesse, parce que le magnésium est très utilisé par le métabolisme dans ces cas-là. On voit aussi souvent la pub pour des eaux minérales riches en magnésium. L'article cite Contrex, Rosanna. Est-ce que ça aide vraiment? C'est une piste complémentaire, tout à fait valable et facile à mettre en place. Boire 1 litre et demi d'une eau minérale riche en magnésium, ça peut apporter une part non négligeable des besoins quotidiens, surtout si l'eau du robinet de sa région en contient peu. C'est un moyen simple de compléter ce qui vient de l'assiette. Et la question fatidique, est-ce qu'il faut se jeter sur les compléments alimentaires de magnésium? La position de l'article est assez équilibrée là-dessus. La priorité absolue, ça reste l'alimentation. Une assiette variée, riche en légumes, légumineuses, oléagineux. L'article cite aussi le lin, les noix, en plus de ceux dont on a parlé, poissons gras. Normalement, ça couvre les besoins de base. La supplémentation, et l'article mentionne son propre produit, le magnésium bisglycinate, comme exemple de soutien ciblé, souvent choisi parce que cette forme est bien absorbée et douce pour l'estomac, est présentée comme une aide. Une aide ponctuelle ou en cas de besoin plus important, sport intense, stress chronique, grossesse, ou si des signes de manque persistent malgré une bonne alimentation, mais ça ne remplace jamais une assiette équilibrée. Jamais. Numéro 1, quoi. Pour savoir où le trouver, il faut regarder la portion qu'on mange vraiment, pas juste le chiffre pour 100 grammes. Les stars, ce sont les graines, courges en tête, les noix, brésil, amandes, cajou, les légumes verts foncés comme les épinards, le quinoa, le cacao pur. Mais il faut pas oublier les légumineuses, les poissons gras, la variété et surtout faire attention aux voleurs de magnésium. Les aliments ultra transformés, les sodas, trop d'alcool. C'est une excellente synthèse, oui. Adopter une alimentation basée sur des aliments bruts, complets, peu transformés, c'est la stratégie gagnante sur le long terme. Pas seulement pour le magnésium d'ailleurs, mais pour la santé en général. Intégrer ces différentes sources de magnésium, ça devient une conséquence naturelle d'habitudes alimentaires saines et durables. C'est une approche globale en fait. Et pour finir, une petite réflexion. Cette histoire de compétition entre calcium et magnésium que l'article soulève, c'est intéressant, non? Ça pousse à se demander, est-ce que le moment où on mange certains aliments ou celui où on prend d'éventuels suppléments, ça pourrait avoir un impact plus large? Comment toutes ces interactions entre nutriments jouent sur notre équilibre minéral global, bien au-delà du seul magnésium? C'est une piste de réflexion passionnante, effectivement. L'optimisation de l'absorption, la chrononutrition, les synergies, les antagonismes entre nutriments, c'est tout un domaine qui montre à quel point notre corps est une mécanique complexe, finement régulée, et comment notre alimentation interagit avec ça à chaque instant. Il y a encore de quoi creuser, c'est sûr.